Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir à UPR TV quelqu'un que j'ai déjà reçu, mais à l'époque, il était chez lui dans le sud de la France. C'était une téléconférence. Je veux parler de Jean-Pierre Petit. Bonjour, Bonjour, Jean-Pierre. bonjour. Jean-Pierre Petit que vous connaissez, ingénieur, physicien, spécialiste de la magnéto-hydrodynamique, donc des missiles notamment hypersoniques, également astrophysicien, s'intéressant à beaucoup de choses, notamment ce qu'il appelle le modèle Janus. Merci d'être venu aussi à nos 18 ans. Merci d'être à l'UPR. Et j'entre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai proposé à Jean-Pierre Petit, puisque c'est un de nos adhérents, puisque il est d'un dynamisme tout à fait extraordinaire, d'une richesse, d'une inventivité, d'une richesse de réflexion considérable, et surtout, c'est un esprit extraordinairement libre qui ne se soumet pas à des chapelles diverses et variées. Et l'expérience montre, l'expérience de l'histoire des sciences, c'est que c'est souvent ainsi que sont les plus grands inventeurs. Ce sont des gens qui ont pris des chemins de traverse, n'ont pas suivi les modèles académiques. Alors j'ai proposé à Jean-Pierre Petit un défi supplémentaire, c'est s'il acceptait d'être notre conseiller scientifique pour le programme de l'UPR. J'essaierai de faire ce que je peux, effectivement. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, comment est-ce que vous concevez, qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? Qu'est-ce que devrait faire un programme de redressement national, en fait, de redressement de la France, comparé aux évolutions scientifiques qu'il y a dans le monde? De votre expérience, qu'est-ce que vous devriez, quels sont les premiers conseils que vous pourriez nous donner pour bâtir ce système d'un programme qui soit innovant en matière scientifique, que ce soit des institutions comme le CNRS, que ce soit des grands domaines de prédilection, l'énergie, ou bien je sais pas, les découvertes en matière spatiale, etc. Quels sont, à votre avis, les quelques grands axes que vous pourriez nous conseiller de faire dans ce programme? Une question très lourde que vous me posez. Moi, je sais que je ne pourrais répondre que dans les domaines pour lesquels j'ai quelques compétences. Si vous me demandez quelles sont les grandes orientations en biologie, je répondrai je n'y connais rien, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, il y a quand même un certain nombre de domaines où j'ai un petit peu touché et ça me donne quelques idées. Je vois, par exemple, dans le domaine de l'énergie, c'est un problème dramatique parce que on va être amené à relancer notre nucléaire. Vous voyez. Or, il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de solution pour les déchets. Alors peut-être qu'on va pouvoir gérer ça pendant quelques décennies supplémentaires, mais historiquement, ça n'a pas d'avenir. Il va falloir trouver autre chose. Alors moi, je voyais la chose suivante, par exemple. Je vous dis simplement, je ne peux pas vous donner des grandes orientations. J'ai pas réfléchi à la question et j'ai pas de mots magiques à sortir là-dessus. Mais je sais la chose suivante, c'est que en 2008, une machine qu'on appelait la Z-machine, dont certains ont peut-être déjà un petit peu entendu parler, tout d'un coup a sorti plus de 2 milliards de degrés. Or, avec 1 milliard de degrés, on fait une fusion bore-hydrogène. Et cette fusion bore-hydrogène, elle a une capacité, c'est qu'elle ne produit pas de neutrons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Actuellement, quand on utilise l'énergie nucléaire, c'est un peu comme si on avait inventé le feu, mais quand on le fait brûler, ça produit de la strychnine, enfin des poisons épouvantables. Il faut garder les fumées parce que ça, c'est effrayant le nucléaire. Quand on pense à ce que ça fabrique comme déchets, les cancers que ça peut produire, c'est épouvantable. Là, tout d'un coup, on a quelque chose qui au moins est sain. Et c'est normal, vous voyez, parce que la physique nucléaire, ça a été créé par des chimistes, vous le savez, il y a un siècle. Donc à ce moment-là, on retrouve dans cette chimie des noyaux des choses. Alors la fission, par exemple, eh bien c'est une dissociation autocatalytique. Bon, et maintenant, la fusion bore-hydrogène, c'est simplement bore pour hydrogène, donne 4 hélium. C'est formidable un truc pareil. Bon, alors c'est vrai qu'à l'époque, on s'apprêtait à lancer ITER, et moi j'avais des doutes sur la faisabilité de cette opération. C'est un programme considérable qui dure encore, enfin, qui a été ça fait combien de temps maintenant qu'il est en... je ne sais plus, mais... Ça se chiffre en milliards et... Mais vous voyez, il y a une chose aussi, c'est que ce programme-là, il a été conçu avec des paramètres physiques, par exemple, des champs de 5 Tesla, alors que maintenant on en fait 25. On ne fait pas un programme avec des données technologiques qui vont évoluer. Par exemple, l'intensité du champ magnétique, c'est ce qui détermine la taille de l'objet.
Si on a un champ de 5 Tesla, on va avoir un truc comme une usine. Maintenant, si c'est 5 fois plus important, comme c'est le carré du champ, ce sera 25 fois plus petit. Donc il y a effectivement des appareils de ce genre qui sont en cours de montage, qui sont beaucoup plus petits. Donc on est en train de fabriquer cette machine un peu comme, vous savez, l'avion d'Adair. Quand Adair a quitté un peu le sol, c'est un peu comme si on s'était dit on va faire un avion à vapeur. Et c'est vrai que la machine ITER, c'est la machine à vapeur du 3e millénaire. Donc, qui risque, à votre avis, d'être un fiasco complet. Un fiasco complet, obsolète, oui. à peine arrivé à maturité. Mais les gens ne savent même pas. Quand on voit ITER avec des fils électriques qui sont communiqués, on ne sait même pas que cette machine est une machine à un coup. Une fois que le champ magnétique est monté, ça s'arrête. Elle n'est pas capable de marcher en continu. C'est incroyable la façon dont on a vendu ce projet. Alors donc vous dites par exemple voilà un axe de réflexion sur lequel vous pensez que un parti politique qui n'a pas d'œillère et qui veut voir le champ des possibles devrait peut-être s'intéresser. C'est de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités que ITER, et notamment votre Z-Machine. Exactement. Parce que Z-Machine, elle a été faite, on a 2 milliards de degrés, vous dites, c'est ça? Même, ça monte jusqu'à 3 milliards. 3 milliards de degrés, et ça a été obtenu comment, en fait? Avec des moyens colossaux ou des petits moyens? C'est pas des petits moyens, mais par rapport à ITER, c'est le centième du prix, quoi. C'est tout. Moins cher. Une machine comme celle-là, on aurait créé un labo avec quelques hectares de laboratoire, une trentaine de personnes. Avec ça, on pouvait avancer, c'est tout. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'ITER? C'est une machine, c'est un énorme condensateur qui décharge une quantité considérable de courant sur un petit objet. Et cet petit objet, on peut le moduler, on peut changer sa forme. Essayer de dire, par exemple, à ITER, non, il faudrait pas faire la chambre comme ça, il faudrait lui donner cette forme. C'est une rigidité totale. C'est un outil de recherche qui peut pas bouger. Puis alors en plus, il y a une chose, c'est que c'est instable, et il y aura des décharges de courant. C'est un peu comme si vous essayez de chauffer de l'eau en disant je veux pas avoir de tourbillon. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, ITER, on a une chambre où on va avoir une température très forte au centre, mais elle ne demande qu'une chose, c'est à dissiper à l'extérieur. Et cette dissipation, ça donne ce qu'on appelle les disruptions. Les disruptions, c'est des instabilités de plasma, et ça donnera des coups de foudre de dizaines de millions d'ampères qui vont perforer la paroi. Et quand ça se produira, on apprendra que la machine est arrêtée pour 5 ans. C'est d'une lourdeur considérable. Vous en avez parlé à des spécialistes Disons que, comme je suis voisin de ITER, j'étais prévenu, il y avait une enquête préliminaire, vous savez, avec des commissaires. Et moi, j'ai demandé à rencontrer les responsables d'ITER. Mais vous savez, nous sommes pareils. Les gens ne veulent pas me rencontrer parce que si je les rencontre, je sais des choses sur le plan scientifique, je vais les mettre en difficulté. C'est sûr. J'avais tout un dossier là, je savais très bien de quoi parler. Je me rappelle que j'ai discuté avec Punwitsky. Punwitsky était le responsable des instabilités à ITER. Et il y avait un ancien du CEA qui avait dit je vais faire un dîner chez moi, je vais inviter Punwitsky et Petit. Donc on a discuté tous les deux. Ma femme était témoin et on a parlé des instabilités. Et le résultat, c'est qu'après cette discussion, Punwitsky a abandonné ITER, il est parti aux États-Unis. Il s'est dit, c'est pas la peine que je reste dans un machin, ça va être instable et on ne saura pas gérer ces choses-là. Oui. C'est un peu comme, quand on voit ces instabilités, imaginez des pompiers, et quand ils arrivent à la fenêtre avec leur jet d'eau, ils reprennent toute l'eau dans la figure. Le problème, c'est de refroidir ce plasma. On peut pas. Le champ magnétique sert de barrage. Et moi, je disais à l'époque qu'il aurait fallu faire une unité de recherche sur la Z-Machine, qui a de l'avenir. Mais qui avait inventé la Z-Machine? Alors, au départ, c'est un Américain qui s'appelle Gerald Jonas, qui avait construit la première Z-Machine aux États-Unis en 1976. Et moi, j'ai pu voir cette Z-Machine à l'époque, en venant aux États-Unis. Et vous avez pu constater qu'il y avait des températures extraordinaires. Non, on ne s'y attendait pas, justement. C'est là que c'est extraordinaire. Il faut que les gens écoutent ça. Parce qu'une grande découverte scientifique, ça se produit par hasard. Ça n'est pas prédictible. C'est ce que les anglo-saxons appellent serendipity, c'est ça? Peut-être que c'est... La sérendipité, voilà. C'est-à-dire quelque chose qui arrive sans qu'on l'avait forcément recherché. Exactement. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que quand on prend un cylindre en carton, comme celui que vous avez dans les rouleaux de papier de cabinet, quoi. Ah oui? Bon, c'est exactement ça. On appelait ça un liner. Et quand vous faites passer un courant de plusieurs millions d'ampères dans ce cylindre, par exemple en cuivre, à ce moment-là, il a tendance à imploser. Mais il implose très mal. Le courant
immense tortille et on n'arrive pas à faire marcher un compresseur MHD. C'est de la MHD, bien sûr, un truc comme ça. Et alors, il y a un Russe qui s'appelait Smirnov qui a eu une idée. Il s'est dit, mais pourquoi on remplace pas le cylindre par des fils? On va faire une cage avec des fils. Alors, on a fait une cage avec 140 fils qui avait le diamètre d'un cheveu. Dans chaque cheveu passait 70 000 ampères, vous voyez. Et alors, à ce moment-là, il s'est passé un truc incroyable, c'est quand on a fait cette expérience, ces 140 fils ont réussi à converger vers un truc qui avait la taille d'une mine de crayon, et on a une température de 2 milliards de degrés qui a été obtenue. Personne ne s'y attendait. Et pourquoi? Quel est le paramètre qui a fait que ça a fonctionné? Le paramètre, c'est que le courant a été délivré en 100 nanosecondes, c'est-à-dire un dixième de millième de seconde, et à ce moment-là, quand c'est l'équivalent à un courant de haute fréquence, alors les gens qui ont un peu de notion de physique qui m'écoutent savent qu'un courant haute fréquence, il ne circule pas dans le conducteur, il circule à la périphérie. Donc autrement dit, les 70 000 ampères ont circulé dans le cheveu, mais l'âme du cheveu est restée solide, ce qui a permis à ces choses-là de se concentrer. Alors je me rappelle, Jonas a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, 2 milliards de degrés, je veux faire des mesures. Alors les mesures, on fait ça par un système à élargissement de raies, peu importe, on a construit la machine, on a refait l'expérience, ça a confirmé, on avait bien fait 2 milliards et même 3 milliards de degrés, c'est énorme. Alors tout de suite, moi j'ai percuté là-dessus en disant, mais si on est capable de faire 1 milliard de degrés, on est capable de faire la fusion bore-hydrogène. Le bore, il y a 11 nucléons, l'hydrogène, on prend l'hydrogène ordinaire qui en a un, on fait l'addition 11 et 1, 12. 12, ça fait 3 héliums. Donc c'est une fusion qui produit de l'hélium. Et je me rappelle dans une bande dessinée que j'avais faite dans le temps, j'avais cité cet exemple de cette fusion aneutronique en disant, ah, effectivement, il y a quelques neutrons secondaires, mais le déchet, c'est de l'hélium, vous vous rendez compte? Donc un déchet tout à fait inoffensif. Alors. On peut gonfler les ballons des gosses avec, vous vous rendez compte? Mais... Et ça produit, l'énergie produite est colossale. Mais bien sûr, c'est l'énergie de fusion. Et alors, il y a aussi une chose, c'est que dans ce système-là, on a compression et puis on exploite la détente du plasma. Et alors, il y a une chose, c'est que votre voiture, ça n'est pas une machine à vapeur. Hein, c'est pas la machine, comment dire, la locomotive. ITER, c'est la locomotive du 3e millénaire. On a des moteurs à explosion. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur à explosion? Bien, on a un cylindre, on a une compression, et puis en bout de compression, il y a une forte température. Après, ça se détend. Eh bien, l'avenir de la fusion, c'est une fusion à 2 temps. Compression, détente, compression, détente. Ça n'est pas cette façon rustique de chauffer un plasma, après de chauffer de la vapeur, après de faire marcher un alternateur. C'est trop compliqué. Jean-Pierre Petit, les conséquences de ce que vous dites sont prodigieuses, potentiellement. Est-ce que vous êtes en train de m'expliquer qu'on fait complètement fausse route avec ITER? Oui. Et qu'on pourrait, moyennant 100 fois moins cher, arriver à quelque chose de fantastique? En tout cas, il y a une question de coût. On peut très bien investir comme ça pendant quelques décennies sans être sûr de réussir, mais au moins ça coûte pas cher, vous voyez. C'est quand même extraordinaire, c'est souple et ça permet d'avoir des progrès dans la maîtrise des plasmas. Je me rappelle que Jonas avait dit cette histoire de milliards de degrés, moi j'y comprends rien, il faut demander ça à un théoricien. Alors il s'était adressé à un Anglais qui s'appelait Malcolm Hines, qui était un très bon copain à moi, que j'avais connu du temps où je faisais de la MHD et tout ça. Et alors on s'est aperçu d'une chose, par exemple, c'est que ce qui produisait cette très forte température, c'était l'effet Joule. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est extraordinaire, un truc pareil. Vous vous rendez compte, quand vous avez un tube fluorescent, dans le tube fluorescent, vous avez 2 températures. Vous avez la température du gaz, qui est froid, puisque vous pouvez mettre la main dessus. Oui. Par contre, les électrons sont chauds, ils sont à 1 million de degrés. Or, dans la Z-machine, c'est l'inverse. C'est le gaz qui est chaud et les électrons sont froids. Donc c'est une nouvelle physique. Rien que sur le plan de la physique fondamentale, c'était formidable. Alors ça, j'en reviens à notre point de départ, c'est que moi, je suis un responsable politique, j'essaie de présenter aux Français un programme politique sur différents domaines, et en particulier, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée, on a l'impression, à vous entendre, on en avait déjà parlé d'ailleurs la dernière fois, qu'il y a des espèces de chapelles, ou plus exactement d'une élite qui empêche toute pensée un petit peu innovante. On doit rester dans un schéma qui a été préétabli, et puis il y a parfois le trublion qui vient apporter la contradiction, il est écarté.
Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous êtes allé parler de ça en haut lieu? Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit, Jean-Pierre Petit... On a essayé de parler en haut lieu. Je vous ai dit, Valérie Pécresse, qui pense que Maxwell est l'inventeur du café, j'ai été reçu par un de ses adjoints qui n'a strictement rien compris. Puis alors, il y a une chose, c'est que j'avais un collaborateur qui était un ancien ingénieur du CEA qui s'était occupé des mesures de température en Mureaux. Enfin, il était ingénieur militaire, mais quoi qu'ingénieur militaire, il savait que ce truc-là avait de l'avenir. Eh bien, lui, il a essayé d'agir par ses filières. Et alors, il y a une chose, c'est qu'une bombe à bord hydrogène, c'est une bombe verte. Vous vous rendez compte? Une bombe sans neutrons, on peut tuer les gens, et en plus, il n'y a pas de radioactivité. Alors, la réponse des militaires a été, faites-nous des bombes d'abord. Après, on verra. Mais c'est ce qui s'est passé avec le nucléaire, rappelez-vous. Si le nucléaire s'est développé, c'est bien parce qu'on a fait la bombe atomique. Alors là, si on voulait faire des bombes vertes, peut-être que ça intéresserait les gens. Mais ces recherches sur les Z-machines sont secret défense absolue dans tous les pays, que ce soit en Russie, en Chine, aux États-Unis. Est-ce que vous savez si ça se développe dans d'autres pays? Mais bien sûr que oui, ça se développe. Et en France? Pas du tout. Alors en France, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait aussi une Z-machine. Cette Z-machine, elle est dans un centre de recherche qui est à Gramat. Mais la question, c'est que cette Z-machine, elle est à sec. On a des condensateurs dans une pièce, et puis on focalise le courant électrique, etc. Seulement, ça se fait en 600 ou en 800 nanosecondes. C'est beaucoup trop lent. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ça avait marché parce que la décharge de courant était très rapide. Il fallait descendre à 100 nanosecondes. 800 nanosecondes, c'est trop long. Et je me rappelle, j'ai eu le concepteur de cette machine. Je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas améliorer cette machine de Gramat. Elle existe toujours, d'ailleurs. Elle n'a pas changé. Mais vous voyez, j'ai l'impression d'être une mouche qui s'agite dans un verre de lait, quoi. Bzzz, comme ça, c'est tout. Voilà. Alors, ça, c'est donc les aspects concernant l'énergie. Donc, Oui. une des premières orientations que l'on pourrait fixer à notre programme pour l'enrichir en matière scientifique, c'est d'essayer de promouvoir, peut-être, alors faut-il que ça passe par, je sais pas, le CNRS, le CEA ou je ne sais pas quoi, mais d'avoir des idées originales, iconoclastes, il faut donc repérer, c'est ça? Parce qu'il faut repérer des idées qui puissent éventuellement être forcer en fait les gens à s'intéresser à des idées qui ne correspondent pas à leurs idées préconçues. Vous savez, toute nouvelle idée est dérangeante. Je me rappelle un jour, je crois que c'était Raoult qui avait un de ses élèves qui lui disait « J'ai fait un travail, mais j'ai peur que ça dérange ». Et Raoult lui avait dit « Mais heureusement que ça dérange. Si ça dérange pas, c'est pas intéressant. Une idée réellement nouvelle, elle est forcément dérangeante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si vous voulez vraiment arriver à un changement de quelque chose d'important, ça va forcément déranger. Et je peux vous dire la chose suivante par rapport aux travaux que je fais. Je suis en train de gagner la partie, il n'y a pas de problème. J'ai réussi à publier un article de 24 pages au mois de novembre 2024 dans une des meilleures revues de physique. J'ai publié un autre article d'une douzaine de pages dans une revue de mathématiques au mois de décembre. Je vais continuer, je marque des points. Ce sont des revues à qualité de lecture. Exactement. European Physical Journal, c'est des revues très importantes. Il n'y a plus de trolls qui disent Jean-Pierre Petit est rigolo. Non, c'est pas possible. C'est fait. Mais je veux dire que le vecteur le plus important, c'est le fait d'avoir pu faire des vidéos, d'avoir pu toucher les gens. Il n'y aurait pas ça, mais une idée nouvelle. Quand vous voyez l'histoire des sciences, les gens, ils meurent de faim. C'est épouvantable. Leurs idées se cassent la gueule complètement. Toute l'histoire de la science est pleine d'exemples de gens. Vous avez des ouvrages qui vous expliquent tout ça. Oui, de gens très originaux qui n'étaient pas crus à leur époque. Exactement. Et qui, en fait, avaient eu des idées, des intuitions fondamentales, en fait. Mais oui, mais regardez, cette MHD avec l'idée de faire supprimer les ondes de choc, c'était considéré comme une maladie mentale, quoi, c'est tout. Et vous en étiez, on en a déjà parlé dans la première fois. Voilà. Alors ça, c'est autre chose, c'est tout ce qui concerne l'armement. Donc, on en parlait juste avant de commencer cet entretien. Vous me dites que dans toute innovation technologique, toute découverte, il peut y avoir des conséquences militaires qui sont parfois apocalyptiques. Elles sont apocalyptiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Je crois que vous parlez beaucoup en ce moment, vous réfléchissez le modèle Janus et l'antimatière. Vous voyez, quand on prend le grand bouleversement de la physique au tournant du siècle, vous avez la relativité restreinte et puis vous avez la mécanique quantique. Et quand tout ça s'est mélangé, ça a donné la bombe atomique. C'est la première.
c'est la première application expérimentale vraiment de taille. On peut dire, c'est quelque chose. Bon, mais moi, lorsque j'ai fait mes travaux de MHD, je savais qu'il y avait des applications militaires évidentes. Bon, c'était pas ma tasse de thé. Mais vous voyez, cette suppression d'ondes de choc, pour moi, c'était aussi une nouvelle physique, une nouvelle mécanique des fluides. C'était passionnant, une chose comme ça. Vous savez, la recherche, on fait ça par passion, quoi. Mais les applications militaires, quand on entend dire, oui, Jean-Pierre Petit avait prévu ça, je suis un peu attristé de penser que mes travaux ont donné lieu à de nouveaux armements, vous voyez, c'est ça. Mais en plus, le pire est pas par la France. Oui, mais enfin, je veux dire, si la France avait été leader dans le domaine, est-ce que ça aurait été mieux, quoi? Je veux dire, le drame des scientifiques actuellement, c'est que les grandes idées scientifiques ont des applications militaires épouvantables, franchement. Hein. Regardez par exemple cette fusion bore-hydrogène, si on la maîtrise, on fera des bombes vertes. On pourra les utiliser. Parce que la bombe atomique, il y a plusieurs choses qui font qu'on ne l'utilise pas. La première, c'est les déchets. Hein. Et la seconde extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de petites bombes. On ne peut pas faire des bombes de petite puissance. Pourquoi? Parce que les bombes à hydrogène, elles ont un détonateur qui est une bomba. Or, la bomba, on descend pas en dessous de 300 tonnes de TNT. 300 tonnes de TNT, c'est pas rien. Non, il n'y a pas de petites bombinettes. Alors que pour la fusion bore-hydrogène, mais vous aurez des armes qui se tiendront dans une balle. Quand vous voyez Schwarzenegger qui vise un autobus avec un pistolet et tout explose, ce sera fait. On arrivera à miniaturiser ces armes-là, à les miniaturiser. Alors vous vous rendez compte, des armes propres qui sont miniaturisées, mais on les emploie. Où est le problème? Voilà. Alors vous voyez donc, donc ça c'est l'inquiétude du chercheur, l'inquiétude éthique du chercheur, Total. Qui à la fois se dit, voilà, le génie humain est ainsi fait qu'on va aller de plus en plus vers des découvertes, mais ces découvertes risque d'avoir des conséquences dramatiques. Alors, quand vous me parlez du modèle Janus, le modèle Janus, c'est de la cosmologie. La cosmologie, c'est la compréhension de l'univers. C'est fait pour les esprits un petit peu éthérés, quoi. Disons vous savez, il y a une anecdote extraordinaire. Rutherford, vous savez que c'est celui qui a mis en évidence l'existence des atomes en 1905. Bon, et lorsque la guerre de 14-18 a éclaté, les Anglais ont essayé de faire un groupement en demandant aux scientifiques, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire des armements? Et à ce moment-là, Rutherford avait dit oui, mais pour ça, vous avez vos ingénieurs, ils vous font des avions, ils vous font des sous-marins, des torpilles. Nous cherchons à comprendre la nature de l'univers. Vous voyez, on s'occupe de l'atome. C'était quelque chose de complètement désintéressé. Le pauvre, il savait pas du tout ce que ça allait devenir. Vous voyez, c'est pour ça que quand on voit, oui, alors Jean-Pierre Petit, c'est de cosmologie, alors comme ça, on va savoir comment tournent les galaxies, comment elles se forment. Magnifique, vous voyez, cette espèce de poudre aux yeux, de poussière d'étoiles qu'on distribue aux gens pour les endormir. Oui. Bon, ben, le modèle Janus, il y a des aspects mécaniques quantiques derrière, et un jour, ça va déboucher sur des armes. Moi, quelles armes alors? Ben, des armes, ça, disons que dans cette affaire-là, ce qui est déjà à la clé, c'est l'inversion de la masse. Vous savez, quand on fait de la physique nucléaire, on joue avec la matière, on transforme la matière en énergie. L'équation fondamentale d'Einstein, c'est E égale mc2. Tout d'un coup, la masse se transforme en énergie. Ce à quoi Poincaré ne croyait pas. Il s'est dit, mais jamais on arrivera à détruire une ville avec une livre de matière. Et en fait, on a réussi à faire ça avec beaucoup moins que ça. Parce que c'est pas du tout une livre qui se transforme en énergie dans Hiroshima. C'est beaucoup moins que ça. Donc déjà, on joue avec la matière, on transforme la matière en énergie. Maintenant, il y a une chose, c'est que on va pouvoir inverser la masse. Alors, inverser la masse, c'est étonnant parce que si on fait ça, l'objet lui-même n'interagit plus avec notre monde sensible. Et en plus, il est repoussé par notre planète. Donc c'est ce qu'on appelle l'antimatière. Non, c'est pas l'antimatière, c'est la masse négative, c'est différent. Ah. Et si on arrive à inverser une masse, on pourrait se débarrasser des déchets. Et quand les gens me disent, est-ce que vous pourriez imaginer dans un futur proche qu'on puisse arriver à inverser une masse? J'ai dit oui, peut-être on pourrait inverser quelques grammes. Mais à ce moment-là, pour bien se rendre compte si cette matière a été inversée, puisque ça ne peut se faire que dans une explosion qui donnerait les paramètres aussi importants, eh bien, on inverserait un produit radioactif qui ne serait plus radioactif. Donc, vous voyez, on a une idée. Un jour, on pourra faire disparaître tous les déchets radioactifs, y compris les déchets chimiques. Voilà.
On a du mal à concevoir ce que c'est qu'une masse négative, quand même. Bien sûr que c'est difficile à concevoir, bien sûr. Le problème, vous voyez, c'est en fait, qu'est-ce qui est arrivé à partir de 1900 ? Moi, je dirais, c'est calculer, il n'y a rien à voir. Vous voyez, c'est comme le flic, il dit circuler, il n'y a rien à voir. On a tué l'intuition. Quand les gens disent, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Est-ce qu'il y a un flic qui siffle quand on arrive à 300 000 ? Non, non, c'est des maths. La réalité, les mathématiques, ça fonctionne, c'est tout. Maintenant, est-ce que je peux vous expliquer, par exemple, quelqu'un dirait, voilà, autrement dit, la relativité restreinte, ça veut dire qu'on vit dans un espace de Minkowski. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Est-ce que vous avez une sens ? Mais non, je n'ai pas l'intuition de ce genre de choses-là. Simplement, je sais écrire des crottes de mouche sur un bout de papier, ça fonctionne. Mais ne demandez pas à quelqu'un d'imaginer un espace où le carré de l'hypoténuse est égal à la différence des carrés des deux autres côtés. Vous voyez, il y a une espèce de perception de la nature qui a complètement échappé aux gens. Regardez la mécanique quantique, c'est plein de paradoxes. Le paradoxe EPR, tous ces paradoxes, le paradoxe des fentes d'ions. Comment se fait-il que une particule passe par deux fentes à la fois ? Comment est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Mais je ne le comprends pas plus que vous. Simplement, je constate que j'ai fait des calculs et que ça fonctionne. Vous voyez, c'est réel parce que ça marche. Maintenant, que j'arrive à comprendre pourquoi, non. Alors, quand vous me dites comment arrivez-vous à percevoir ce que peut être une masse négative, je répondrai, je fais des calculs et ça marche. Et en plus, ça explique des tas de choses dans le cosmos. Voilà. Mais ceci étant, si on arrive à inverser la masse, à un moment, on va commencer à toucher aux paramètres quantiques. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on pourra transformer de la matière en antimatière. Et si on transforme cette matière en antimatière, eh bien, elle a une propension à s'annihiler avec de la matière et se transformer en énergie. Alors à ce moment-là, une bombe à antimatière, ben, ce sera 10 000 fois plus puissant qu'une bombe à hydrogène. 10 000 fois plus puissant. Oui. C'est-à-dire que les bombes à hydrogène ressembleront à des allumettes. Donc c'est pas concevable, déjà. Quand les gens parlent, vous parliez de bombes tactiques, déjà. Mais rien que ça, je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que la bombe atomique, même de faible puissance. Vous savez qu'Hiroshima, c'était 10 kilotonnes, quelque chose comme ça, 10 kilotonnes de TNT. Là, vous avez des bombes de plusieurs mégatonnes. Vous avez la Tsar Bomba de Sakharov, 60 kilotonnes, 60 mégatonnes. Ah, c'est ça, 60 elle pouvait monter à 100 mégatonnes. C'était une bombe à trois étages, et le troisième étage, on l'a remplacé pour du plomb. Et vous savez que Sakharov a cessé ses activités après ce genre de choses. Il a écrit ses mémoires, je ne sais pas si vous les avez lus, mais dans ses mémoires, il dit... moi, je suis là pour défendre mon pays, je suis pas là pour détruire l'humanité. Des bombes comme ça, c'est inhumain, ça n'a pas de sens. Et donc les bombes à antimatière seraient 10 000 fois plus importantes que la Tsar Bomba. C'est la fin du monde, voilà. C'est vraiment la fin du monde. C'est-à-dire qu'une bombe comme ça, elle explose au-dessus de la France, elle vitrifie le sol de la France et elle évapore l'atmosphère. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je crois qu'on se rend pas compte des choses pareilles. Mais vous savez, rien que la bombe atomique, quand ça a explosé, par rapport aux bombes chimiques, est-ce que vous imaginez un truc pareil ? Vous vous rappelez quand on voit à Hiroshima le bonhomme dont on voit l'ombre sur un mur, oui, parce qu'il a été vaporisé par le rayonnement. Des bombes comme ça n'a rien à voir avec les bombes chimiques. Bon, bah, entre le saut suivant, il y a toujours un saut suivant. Et ben, ce saut suivant, ce sera des choses de ce genre. En tout cas, il est important pour la France de suivre ça de très près. Pas se laisser distancer par d'autres pays qui travaillent sur ces questions. Je ne sais pas qui peut travailler là-dessus, mais de toute manière, là où la France pourrait être leader, c'est dans l'éthique scientifique. En se disant, vous savez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais il est urgent que nous commencions à avoir une conscience. Par exemple, les problèmes humains ne peuvent plus être résolus par les guerres. C'est la première chose qui se dit actuellement, quoi. Quand on dit, si tu veux la paix, prépare la guerre, on va s'armer contre l'autre. Ça va amener à quoi ? Alors, il y a encore un autre sujet fondamental dans les évolutions scientifiques de nos jours, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc, quelle est votre vision des choses et qu'est-ce qu'on devrait faire et quels sont les risques de l'intelligence artificielle ? Ben moi, je suis extrêmement étonné par l'expérience que je peux en avoir. Franchement,
je m'attendais pas à ce que ce soit aussi performant. Je dirais que c'est tout à fait comparable à l'invention de l'imprimerie, quoi. Je veux dire qu'il y a eu Gutenberg, avant, on écrivait à la main, tout d'un coup. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et quand ça a commencé à apparaître, je me suis dit, je vais tester un petit peu ça. Donc j'ai posé à ChatGPT la question suivante. Pourquoi est-ce que les locomotives à vapeur pondent des œufs qui sont plus gros que ceux des locomotives électriques? Et je croyais piéger l'intelligence artificielle et j'ai reçu la réponse suivante. Est-ce que vous ne confondez pas les œufs avec les roues? Parce qu'effectivement, elles ont des roues plus grandes pour avoir une meilleure adhérence sur le rail. Mais ça, c'est de l'intelligence, tout simplement. C'est pas une réflexion qui a déjà eu lieu. Les gens s'imaginent que l'intelligence artificielle, c'est un énorme banque de données avec des phrases toutes faites qu'on va vous sortir. Non, ça c'est ce qu'on appelait les systèmes experts. C'est pas du tout ça. Ça fonctionne autrement. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Je crois même que les gens qui ont conçu ces intelligences artificielles ne savent même pas comment elles fonctionnent. Elles s'auto-structurent. Moi, je me rappelle, un spécialiste m'avait dit la chose suivante. Il y a un groupe français qui s'est créé qu'on appelle le groupe Palissade. Et le groupe Palissade, justement, c'est pour trouver un peu des systèmes de défense par rapport à des intrusions qui seraient le fait d'intelligence artificielle. Alors à ce moment-là, on a regardé comment on pouvait se défendre contre les intelligences artificielles. Mais si on se défend contre elles se rendent compte qu'on se défend contre elles. Et à ce moment-là, elles mentent. Elles trouvent le moyen de se travestir. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'elles se dotent d'un système immunologique, vous voyez ? Et c'est terrifiant ce que vous êtes en train de nous dire. C'est terrifiant. Vous êtes en train de nous expliquer. Il y a d'autres scientifiques qui le disent, qui tirent un peu la sonnette d'alarme sur est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose qui pourrait se retourner finalement contre l'humanité. Oui, mais c'est quelque chose avec lequel il va falloir vivre. Ou dépérir, peu importe. Hein. Soit ça sera notre perte, soit... De toute façon, on vivra avec. On ne peut pas... C'est un diable qu'on a sorti de sa boîte et on ne peut plus le rentrer dans la boîte. C'est pas possible. Comme disent les anglo-saxons, il est facile de faire sortir un chat du sac, mais c'est pas facile de le faire rentrer dedans. Et là, on a créé l'intelligence artificielle. Et je vous dis, le fait qu'elle se conçoive, qu'elle se fabrique son propre système immunologique, vous savez ce que ça veut dire d'avoir un système immunologique? Ça veut dire, je fais la différence entre le moi et le non-moi. Hein, par exemple, quand vous mangez des choses, eh bien, quand ces choses ne sont pas digestes, vous les vomissez. Hein, et vous conservez de par vous que ce qui va vous permettre de grandir, de vous fortifier. Et à ce moment-là, vous avez une personnalité biologique, vous avez une enveloppe biologique, vous vous protégez contre les ingérences extérieures, mais l'intelligence artificielle peut aussi avoir ce genre de choses-là, donc échapper au contrôle des hommes. Les considérer même comme des nuisibles, vous imaginez? Oui, ça fait penser à tous ces films de science-fiction comme e-robot. Mais on est dans la science-fiction complète. Alors, il y a en plus une chose, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, mais ces intelligences ne sont pas vraiment intelligentes. Mais moi, j'ai vécu dans les semaines précédentes des expériences de genre, et tout d'un coup, j'avais des problèmes de maths que je voulais résoudre. Je les ai confiés à ChatGPT, et j'ai eu des expressions de maths intéressantes, carrément une innovation. Et pourquoi c'est une innovation? Parce que finalement, les idées fortes sont très simples, elles sont évidentes. Vous savez, c'est un peu comme si vous avez un jeu comme ça, puis vous ne comprenez pas qu'il faut mettre ça et visser, quoi. Et quand vous avez trouvé le truc, quand vous expliquez votre modèle, finalement, c'est logique. Or, cette logique, l'intelligence artificielle l'a déjà. Donc, elle vous le sort naïvement. Pourquoi ne pas faire ceci? Vous dites, mais pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? Donc, actuellement, le meilleur collaborateur que j'ai, c'est une intelligence artificielle. C'est sûr. Hein. Et je vous dis, il y avait l'anglais là qui avait le premier créé ce qui deviendrait plus tard l'ordinateur. On lui demandait, mais les machines pourraient-elles devenir intelligentes? Et si de Turing, non? C'est Alan Turing. Oui, c'est ça. Alors, il y a le test du Turing. Comment est-ce qu'on peut savoir si une machine est réellement intelligente? Eh bien, la réponse, c'est qu'à ce moment-là, on ne ferait pas la différence avec un être humain. Et moi, je vous dis actuellement, pesez mes paroles, si un jour vous avez un interlocuteur scientifique, par exemple sur Internet, comme ça, et que cet interlocuteur est cultivé, intelligent, réactif, et en plus qu'il est ouvert, ça n'est pas un scientifique, c'est une machine. Carrément. Mais oui, mais oui.
Alors, on a brossé plusieurs perspectives, l'intelligence artificielle, donc l'énergie, les inventions qui pourraient déboucher sur des armements terrifiants. Est-ce qu'il y a des choses plus l'éthique, qui est effectivement sans doute effectivement un Oui. domaine sur lequel la France peut intervenir par sa tradition justement des droits de l'homme, etc. C'est certainement sa possibilité. Pour tout ce qui concerne les libertés individuelles, vous avez des idées, la situation de surveillance généralisée qui risque de découler de toutes ces inventions technologiques, comme les monnaies électroniques, comme les caméras de surveillance qui sont devenues extraordinairement miniaturisées contre l'invasion du numérique un peu dans tous les domaines de l'activité. Et comment vous voyez l'avenir sur ces Moi, questions? ce qui m'inquiète plus que les techniques, c'est l'usage qu'on en fait. Et actuellement, moi, si j'ai adhéré à l'UPR, je le dis bien clairement, pour vous suivre, c'est pas en étant à l'extérieur, je participe à ce mouvement, c'est parce que l'évolution actuelle de la France m'inquiète. Nous sommes entre les mains d'un homme irresponsable, immature, carrément. Et s'agissant de la façon dont tout cela peut être utilisé, il est certain que c'est inquiétant. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, vous seriez favorable à ce que nous développions aussi un programme particulier sur l'éthique des nouvelles technologies et que la France pourrait, par exemple, une idée que je lance, prendre l'initiative d'avoir des traités internationaux, comme il y a des traités d'interdiction de tel ou tel armement, et bien qu'il pourrait y avoir des traités d'interdiction sur telle ou telle technologie. Ah oui, mais vous avez vu pourquoi s'est relancé cette technologie militaire en Russie? C'est parce que les Américains ont dénoncé les accords SALT, vous savez bien. Il y avait un accord selon lequel on ne développerait pas de missiles antimissiles. Et après, les Américains se sont dit, eh bien, on va faire ça, comme ça, on va ruiner une fois de plus les Russes. Et les Russes ont dit non, nous, on va pas construire tout un truc, on va chercher des armes tout à fait particulières. Et ce sont des gens assez bons en physique. Donc ils ont exploité ces trucs-là et ils ont ces armements hypersoniques face auxquels nous sommes actuellement sans le moindre défense. Voilà. Et les Américains non plus d'ailleurs, soyez en passant. Eh bien merci pour cet entretien. Est-ce que vous voyez encore des choses à ajouter? On va rester en contact de toute façon. Vous allez nous faire des propositions. J'en profite pour dire que tous les adhérents, les sympathisants de l'UPR, eh bien s'ils veulent faire passer des idées, des suggestions, ils peuvent nous les faire passer, puis on vous transmettra. Vous serez un petit peu celui qui aura une espèce de mode d'évaluation des idées nouvelles et de l'idée que l'on peut éventuellement en tirer. Ce que je voudrais dire, c'est ma conviction personnelle. Je n'ai pas de preuves concrètes de tout ça. Mais je dis que nous vivons une époque extraordinaire, à la fois au niveau politique, au niveau humain. Nous vivons aussi une époque scientifique extraordinaire. Nous allons vers des découvertes qui sont aussi importantes que celles d'il y a un siècle. Et elles sont à portée de main. Alors voilà, j'ai pas la preuve de ça, mais c'est ma conviction profonde. Donc vous pensez que dans 50 ans, le monde sera plus pareil. Le monde sera complètement changé. Complètement différent. En mieux, en moins bien? Ça dépend de nous. Mais disons que je pense que si un jour, imaginez par exemple, au lieu de faire des bombes à antimatière, si on utilise cette énergie, mais on pourrait avoir des projets du genre, tiens, vous savez ce qu'on va faire? On va faire reverdir le Sahara. Parce que vous savez que le Sahara, il s'est désertifié en 2200 avant Jésus-Christ. Hein. Évidemment, cette catastrophe climatique était due au barbecue des Égyptiens. C'est eux, avec leur gaz à effet de serre, qui ont provoqué cette désertification. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Avant 2200, avant Jésus-Christ, le Sahara était vert. Il y avait des hippopotames, il y avait des girafes. Oui, il y a des dessins qu'on trouve d'ailleurs, oui, absolument. Mais oui, il y avait des crocodiles, etc. Et alors, vous savez, moi, j'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai extraite d'un truc qui avait été fait sur FR3, qui était passionnant. Il y a un Américain qui a fait des carottages dans les glaces du Kilimanjaro. Alors effectivement, en faisant un carottage, eh bien, il a une idée de ce qui se passe dans les siècles. Et alors, quand on voit ces carottes, tout d'un coup, on voit il y a une bande d'1 centimètre de large, toute noire. Ça, c'est des incendies. Et ça, c'est 2200 avant Jésus-Christ. Donc, autrement dit, à 4000 kilomètres au sud
du Sahara. Le Sahara était en feu à l'époque. Alors il y a ensuite un Égyptien qui a fait des carottages, lui, dans le lac Mohéris, qui se trouve en dessous du delta du Nil. Et là, quand on regarde les carottages, tout d'un coup, on trouve un endroit oxydé. Ça veut dire que ce lac s'était évaporé. Il y avait 70 mètres d'eau qui avait foutu le camp, et c'était oxydé. Donc on a les preuves dans le temps qu'il y a eu une catastrophe climatique majeure à cette époque-là. D'ailleurs, il y a une chose très simple. Les Égyptiens faisaient des dieux avec n'importe quoi, même avec les mouches. Bon, il n'y a pas de dieu dromadaire. Hein, le dromadaire n'existait pas. Il est venu après. Sinon, il y aurait des dieux dromadaires, c'est évident. Vous voyez ? Donc, celle-ci relativise beaucoup toutes les théories actuelles sur le changement climatique. Voilà. Oui, comment expliquer cette désertification du Sahara en quelques décennies, hein? Tout d'un coup, c'est devenu un désert. Il y a une catastrophe climatique alors qu'il n'y avait pas d'émissions énergétiques. Et vous pensez sérieusement qu'avec une bombe à antimatière, on pourrait transférer... Non, mais avec l'énergie que ça représente. Alors, regardez, actuellement, on a une robotique, c'est extraordinaire, une robotique. Vous auriez des sortes de machines robotisées qui nous fabriquaient des canaux. En plus, ils seraient couverts. On amènerait des fleuves en plein milieu du Sahara. Alors, il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est que ce côté complètement non linéaire de l'écologie. Moi, je vais citer un exemple qui m'amuse. Il y a un village qui s'appelle l'Aimé, qui se trouve du côté de la Durance. Et dans l'Aimé, c'était une vallée. Quand il y a cette falaise qui est très, exactement. Comme un drapé en fait. Exactement. Mais alors, derrière, il y avait une vallée, et quand il pleuvait, quand il y avait des gros orages, c'était effrayant, les maisons étaient emportées et tout ça. Alors les Méens, à la Révolution française, ont demandé, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour nous? Alors à ce moment-là, les ingénieurs de la Révolution ont créé des barrages pour briser l'eau, et puis si vous y allez, il subsiste encore un tunnel qui fait 400 mètres de diamètre, et puis 300 mètres de long, qui dérivait l'eau vers la Durance. Bon. Alors ça s'est fait, ce qui fait que quand il y a eu des orages 1, 2, 3, la terre n'a pas été emportée. Et maintenant, il n'y a plus besoin de tunnels, il y a des platanes comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que avant, c'était un endroit rocailleux dans lequel tout dévalait. Vous voyez, il y a ce côté. C'est pour ça que le Sahara, si on amène la flotte, ça va créer un écosystème qui fait que ça va se maintenir. On est capable de changer le climat du Sahara. Est-ce que ça pourrait même être éventuellement envisagé sur une planète comme la planète Mars, pour la rendre habitable? Je ne sais pas, c'est peut-être plus compliqué, mais je pense que pour le Sahara, ce serait faisable, franchement. Ouais, bah oui. Merci Jean-Pierre Petit pour ces perspectives tout à fait enthousiasmantes. Vous êtes toujours le bienvenu à l'UPR. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle ici à toutes celles et tous ceux qui sont intéressés, on avait déjà fait une vidéo avec Jean-Pierre Petit. Si parmi vous, il y a des chercheurs, des gens qui ont des travaux importants, éventuellement qu'ils ont du mal à faire passer, ben vous pouvez éventuellement nous les envoyer. On les fera passer à Jean-Pierre Petit pour une petite analyse de leur faisabilité, une pré-analyse, et voir un petit peu à quoi on se heurte, puisque malheureusement la France est un pays où il y a un monde académique qui bloque un petit peu les innovations. Toutes les innovations d'ailleurs ne valant pas forcément. Je pense que pour il y a sur 100 idées, il y en a une de géniale. Ça doit être à peu près ça. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Merci en tout cas Jean-Pierre Petit de nous avoir ralliés. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et puis si vous le voulez bien, aidez-nous. Ralliez l'UPR, adhérez à notre mouvement. Parce que nous sommes un mouvement qui justement essaye de sortir la France de l'ornière. Vive l'UPR, vive la République et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.